Voilà, retour au studio avec Isaïe, bonjour. Oui, bonjour Herman, bonjour fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, deux sujets ce matin. On va commencer donc par la déclaration des biens des autorités togolaises. Oui, c'est un sujet qui intéresse tant sur le plan politique que sur le plan social, parce que la politique, je veux parler de la classe de l'opposition qui l'a réclamé depuis un long moment, et aussi au niveau de la société, la population aimerait savoir davantage sur la déclaration des biens. Et donc, si nous parlons de la déclaration des biens, il s'agit pour les autorités, ceux qui occupent les hautes fonctions de l'État et des personnalités comme les ministres et autres, des directeurs de sociétés qui sont appelés à déclarer leurs biens et avoirs dès la prise de fonction. Et donc, la semaine dernière, au cours du Conseil des ministres, le chef du gouvernement ou encore la chef du gouvernement, Victoire Dobé, a instruit ses collègues ministres de s'apprêter pour passer devant le médiateur de la République pour déclarer leurs biens et avoirs. Et donc ça a intéressé beaucoup de personnes, comme je viens de le souligner. Alors quand on parle de déclaration de biens et avoirs, en quoi ça consiste exactement? Il s'agit, dès que vous êtes nommé, je prends l'exemple d'un poste ministériel, dès que vous êtes nommé, vous allez devant le médiateur de la République, vous lui faites la liste de tout ce que vous avez, les biens que vous avez sur votre compte bancaire, les biens immobiliers que vous possédez, bref, tout ce que vous avez comme bien, vous faites la liste, vous la déclarez, et on sait que c'est ce que vous avez, et à la fin de votre mandat, vous revenez, vous refaites encore votre déclaration, et là on va évaluer, parce que pourquoi on le fait, d'abord c'est pour qu'il y ait transparence dans la gestion des affaires de l'État et pour éviter également la corruption. Parce que si vous faites votre déclaration aujourd'hui, supposons que vous avez déclaré que vous avez 5 milliards sur votre compte et que à la fin de votre mandat, on retrouve 15 milliards, vous êtes obligé de justifier, de dire comment vous avez fait pour avoir les 15 milliards, c'est-à-dire 10 milliards supplémentaires, parce que là, on sait ce que vous gagnez, ce que vous avez comme salaire, ce que vous avez comme indemnité, le nombre de missions que vous avez effectuées durant votre mandat ou encore votre passage à ce poste-là, et on sait combien ça va vous rapporter. Donc, on fait tous les calculs et on fait la comparaison pour voir si entre-temps il n'y a pas eu de détournement. Et donc si on fait les calculs, on se rend compte que peut-être vous devrez avoir 10 milliards sur votre compte et que vous en avez 15 milliards. Les 5 milliards supplémentaires, vous êtes obligé de justifier, de dire comment vous avez fait pour les avoir. Et au cas où vous êtes incapable de justifier la provenance de ces 5 milliards, vous êtes suspect et maintenant la justice va commencer par faire son travail, par fouiller pour voir comment vous avez fait pour avoir les 5 milliards supplémentaires. Est-ce que c'est exclu qu'un ministre, par exemple, puisse quand même avoir une entreprise quelque part ou avoir des actions dans les entreprises? Est-ce que c'est exclu? Voilà, il y a tout ça dedans, vous déclarez tout cela. Et quand vous êtes actionnaire, on sait combien ça vous rapporte par mois. Donc on fait tous ces calculs et c'est en fonction de ces calculs qu'on voit l'écart qu'il y a entre ce que vous devrez avoir et ce que vous avez. Et c'est là où vous êtes obligé de justifier la provenance de ces avoirs-là. Et aussi, entre-temps, si vous êtes actionnaire ou vous avez des sociétés, il y a un œil regardant pour voir s'il n'y a pas eu, entre-temps, comment on le dit, le favoritisme, si vous n'avez pas joué, fait montre de votre autorité pour avoir des choses. Justement pour avoir des marchés et tout. Donc il y a tout cela qui sont pris en compte à travers la déclaration des biens. Alors pourquoi ça intéresse la population? Ça intéresse la population parce que les hauts fonctionnaires de l'État ou encore les ministres qui sont concernés par cette disposition, ils travaillent pour la population et donc la population est censée savoir si ces personnes sont honnêtes dans la gestion des affaires ou si ce sont des personnes qui, entre griffes,
se remplissent les poches sur le dos du contribuable, parce qu'on en parle tout le temps au Togo. Beaucoup de personnes le disent que les autorités se permettent de remplir les poches sur le dos du contribuable. Et donc, avec cette disposition que je rappelle n'est pas une nouvelle disposition, c'est prévu depuis par la Constitution, ça a été retouché et dans ce qui a été retouché désormais, il y a la possibilité est donnée aux autorités de faire cette déclaration en ligne, et aussi un plafond a été donné, c'est-à-dire si vous devrez déclarer vos biens, il y a à un niveau donné, à un montant donné, si on estime ces biens en argent, il y a un plafond où vous ne devrez pas dépasser. Dans le reste, vous en faites quoi? Ça revient à vous. Si peut-être vous-même vous êtes déjà multimillionnaire avant d'y arriver, c'est-à-dire à ce poste, alors qu'il y a le plafond et votre avoir dépasse déjà ce plafond-là, vous en faites quoi? Justement, c'est là où ça intéresse la classe politique de l'opposition, sauf qu'il n'y a pas eu encore de sortie officielle pour dénoncer cela, parce qu'en réalité même, le fait de vouloir que ça soit en ligne, ça pose un problème, parce qu'aucun dispositif sécuritaire ou encore judiciaire n'est pas mis en place pour vérifier la déclaration des biens que feront ces autorités. Et donc là, ça pose un petit problème. Mais on estime quelque part que c'est déjà un pas, parce que c'est une disposition qui est là depuis et personne ne dit rien. C'est vrai, entre-temps, la classe politique l'a réclamé, mais sauf que la réclamation n'a pas... ça a été juste éphémère un temps donné, et puis personne n'en parle plus. Mais voilà qu'au moins Victoire Dubé, chef du gouvernement aujourd'hui, a eu ce courage, il faut le dire, de demander à ses ministres de s'apprêter pour passer devant le médiateur de la République. En tout cas, elle avait déjà fait même avec, comment vous appelez, réunion ministérielle au conseil ministériel. On a demandé à tout le monde... Oui, avec l'engagement pris par les ministres, où les ministres devraient signer des engagements pour remplir leur fonction. Sauf que là aussi, un an après, c'est vrai qu'un bilan a été fait au niveau, en tout cas au niveau du gouvernement, sauf que la population n'est pas au courant. On avait aussi dénoncé le fait que la population ne soit pas au courant du contenu de l'engagement de chaque ministre. Et donc, quelque part, si... Est-ce nécessaire? Bien évidemment, en tout cas, de point de vue politique et social, je pense que c'est nécessaire, parce qu'il revient... Le cas de chaque ministre soit dévoilé à la population? Oui, il revient à la population de juger normalement les actions, parce que là où le Premier ministre même est aujourd'hui, à la fin, elle sera jugée par la population. C'est bien que la population... en tout cas, dans le système dans lequel nous sommes, n'a pas ce pouvoir de décider de qui devrait être Premier ministre, ou de décider de mettre fin aux fonctions du Premier ministre. Du coup, quelque part, si la procédure est ainsi, on ne devrait pas se plaindre, soit on demande dès la base que la population soit associée, mais ça va être là aussi compliqué, parce que les attentes sont différentes au niveau de la population. En termes de déclaration de biens, oui, on parle de la population, mais est-ce que juste après cette déclaration, la population sera mise au courant quand même? Par exemple, un ministre a tel bien, tel avoir, ou c'est affaire classée, et c'est à la fin du mandat de ce ministre-là qu'on aura un sujet. En tout cas, la procédure voudrait que la population soit au courant à la déclaration des biens. À la déclaration, tout comme à la fin, que la population soit au courant. C'est comme dans certaines structures où quand vous rentrez, vous déposez vos effets, on sait ce que vous avez, et à la sortie, on vérifie pour savoir ce que vous avez, pour voir si, entre-temps, vous n'avez pas volé. Et donc la population normalement devrait le savoir. Récemment, le nouveau président du Niger
a fait la déclaration de ses avoirs et des gens ont crié que le monsieur a tellement d'argent et il a justifié que lui, il a fait de l'argent à travers le levage, la vente des bœufs. Et donc, bon, on estime que c'est ce que lui aussi il a fait. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce que la personne a fait pour avoir aujourd'hui ce qu'elle déclare ne devrait pas intéresser la population, mais c'est après sa fonction, ce qu'il a gagné au cours de son exercice qui devrait intéresser. Ce que j'ai aujourd'hui, ça ne vous regarde pas parce que je ne suis pas aux affaires publiques pour que vous estimez que peut-être j'ai eu des avantages de part et d'autre, mais quand je suis dans mes activités privées, ça ne devrait regarder personne. Donc c'est au cours de la fonction de la personne qu'elle sera jugée par rapport à ses avoirs et biens. On ne va quand même pas oublier ce qu'on appelle paradis fiscal, où on a des entreprises offshore, quelque part, pour blanchiment d'argent et autres, parce que lorsqu'on déclare aussi ces biens, comme vous l'avez dit, lorsqu'il y a des surplus, il va falloir les justifier. Oui, c'est pour cela, quand je parlais du mécanisme judiciaire pour pouvoir, ou encore, je ne sais pas s'il faut le dire judiciaire. Vous savez qu'il y a une affaire aujourd'hui qui circule. Justement, où il y a même un président, le président Uhuru Kenyatta, qui est cité dans cette affaire. Je crois également le Premier ministre ivoirien Patrick Achi qui est également dedans. Et donc, le problème aujourd'hui au Togo, et c'est pour ça, moi je m'étonne d'ailleurs du fait que la classe politique de l'opposition est restée silencieuse jusque-là. C'est vrai, certains journaux l'ont fait cas, mais les acteurs politiques n'ont rien dit jusque-là, parce que faire une déclaration en ligne, ça peut rester entre celui qui a fait la déclaration et le médiateur de la République. Et donc, à la fin de l'exercice, il revient également à la personne à qui on a fait la déclaration d'évaluer si la population n'est pas associée. Et donc, on devrait insister pour que la population puisse savoir le bien de chaque, de chaque autorité, de chaque ministre. Mais là, en tout cas, on attend de voir comment ça va être fait, la déclaration des biens, tout sauf que les tests sont clairs, la population doit être mise au courant. On a parlé de rentrée ici, rentrée scolaire, et on a parlé de rentrée au niveau des braqueurs, mais cette fois ce n'est plus braqueurs, mais plutôt les trafiquants d'organes humains qui font également leur rentrée. Oui, c'est un peu bizarre que tout se coïncide. Il y a cette coïncidence en ce mois, en tout cas fin septembre et début octobre, où il y a des rentrées qui se font, parce qu'il faut préciser que les élus du peuple aussi ont effectué leur rentrée récemment. Et donc il y a tellement de coïncidences. Sauf que sur cet aspect, ce n'est pas une rentrée qu'il faut apprécier, parce que nous parlons ici des trafiquants d'organes humains. On entendait parler il y a très longtemps, c'est vrai que ces derniers temps, l'affaire, il y en a plus, on n'entendait plus parler vraiment, mais ça a repris dans la zone d'Aklakou dans la journée d'hier, où 4 individus ont été interpellés parce que ils avaient un sac de plusieurs têtes humaines, pas une tête, pas deux têtes, plusieurs têtes humaines. Qu'est-ce qu'ils font avec? C'est vrai que jusqu'à présent, des informations supplémentaires n'ont pas été communiquées là-dessus, mais ça fait quand même de trop si on assiste à des braquages et que voilà que des trafiquants d'organes humains aussi refont surface. Ça complique un peu, on devrait se poser la question. C'est vrai, nous sommes dans le dernier trimestre où, je l'avais dit hier, chacun cherche à avoir des sous pour la fête parce qu'on est tellement intéressé par la fête. Mais au-delà de cela, on devrait aussi se poser la question comment ces personnes font pour avoir ces organes humains-là, surtout la tête. C'est vrai, en tout temps, on parlait de cette bande organisée qui va dans les cimetières pour aller déterrer
les corps. Mais là encore, pour ces personnes, on ne sait pas trop. On avait entendu parler également des personnes qui s'arrangent pour s'attaquer à des personnes dans des endroits moins sécurisés pour leur prendre des organes mais bien sûr, parce que très récemment, il y a eu cette histoire où ce sont des seins de jeunes filles qui ont été pris par des trafiquants d'organes humains. Et donc, il va falloir qu'il y ait une vigilance au niveau de la population et aussi que la population soit vraiment collaborative, parce que ce qui s'est passé à Clapouillet, c'est la population qui a tout de suite alerter les autorités par rapport à ces trafiquants d'organes humains. Donc ça devient en tout cas de trop. Il y a eu une dizaine d'années derrière nous, on entendait que ce soit des pasteurs qui vont déterrer des organes humains pour faire des sacrifices, pour avoir assez de fidèles dans leurs églises. Il y en a qui le font pour aller faire de l'argent. Donc il y a plusieurs raisons qui poussent des gens à le faire, mais on devrait quand même se poser des questions. Pourquoi avoir autant de courage pour s'intéresser à l'organe humain, surtout pour ceux qui s'attaquent à des personnes qui sont vivantes, qu'ils tuent et puis prennent des organes. C'est compliqué à comprendre et on se souvient aussi, là, ça fait pas longtemps, au niveau, je sais pas trop. Au niveau de Belge, je pense. Oui, quand vous prenez la voie de Dada, comme vers... comment ça sonne, je sais comme ça. Je pense qu'il y avait cette histoire avec un hibou qui aurait tué sa copine ou un truc comme ça. Et on a retrouvé deux corps humains d'abord. Il y a encore sans tête. Encore on a retrouvé encore un autre corps sans tête. Bon, voilà quoi. C'est plus ou moins récurrent. Oui, c'est récurrent, sauf que ça cesse un moment et puis subitement ça reprend. Il y a un problème qui se pose. C'est vrai, entre-temps, ce sont les suicides, on a parlé des suicides. Maintenant, ce sont les trafiquants d'organes humains. Et il va falloir qu'on se pose réellement la question, qu'est-ce qui se passe au niveau de la société? Est-ce qu'il faut faire appel aux leaders religieux pour commencer par prier pour le pays? Parce que souvenez-vous bien, je pense qu'il y a à peine 4 ou 5 ans où ça a été organisé sur le plan national, la purification. Ça, c'était une initiative, je pense, du Ashkroun. Et en tout cas, si ça nécessite encore de le faire, pourquoi ne pas le faire, pour conscientiser les gens, amener la population à faire des efforts. C'est vrai, on dira que c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Il est bien vrai que le taux d'employabilité est faible, mais quelque part, il y a toujours des opportunités. Quand on cherche, on trouvera toujours. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi quand je dis qu'il y a toujours des opportunités et qu'il faut toujours chercher pour en trouver. Mais moi, je pense que c'est une réalité. C'est quand on veut forcément travailler dans un bureau que là, le problème se pose. Sinon, il y a tellement d'opportunités qu'on peut exploiter. Oui, je sais qu'il y a plusieurs qui ne seront pas d'accord avec toi parce qu'ils diront tout à l'heure que bon, eux, ils ont des idées, ils sont allés voir des personnes avec des rouages, mais l'accompagnement financier ne suit pas. C'est ça le gros souci. Il faut quelque chose. C'est vrai qu'on dit à l'entreprise qu'il faut démarrer avec des 0 francs, mais sauf que là, 0 francs, c'est un langage commercial. Il faut quelqu'un pour vous soutenir pour un début avant, quand même, pour que vous puissiez vous installer solidement. Mais bon, voilà, ça manque parfois aussi. Oui, 0 francs, bon, 0 francs, je dirais que c'est exagéré. Quand on parle de 0 francs, il faut comprendre la chose autrement, c'est-à-dire on n'a pas besoin forcément d'avoir une fortune pour démarrer une activité, une entreprise. Avec un peu de sous, on peut démarrer des... Un peu de sous, aussi, ça pose problème. Oui, le problème quelque part aussi, c'est qu'on est beaucoup plus dans le copier-coller. On n'innove pas. Si vous prenez ceux qui innovent, ceux qui pensent à des problèmes et trouvent des solutions, mais c'est des gens qui émergent forcément. Ça, c'est rattaché à notre problème pour moi ici, parce que nous sommes dans le mois du consommé local. Vous voyez un peu, c'est vrai qu'il y a du copier-coller, mais quelque part, il y a des innovations de la part de ces entrepreneurs qui font quand même du beau boulot. Il faut les saluer de passage. Mais le Togolais, si tu es là, quand on dit qui a fait Togolais, moi je me fier. C'est ça, c'est que justement, ce que tu dis là, c'est pertinent parce que le Togolais, c'est pas s'il faut
le conscientiser davantage, c'est pas parce que quand on présente un producteur togolais, le Togolais ne croit pas en son prochain. Non seulement ne croit pas en son prochain, fais-tu pour le redescendre, c'est aussi ça le problème. Je travaille sur un sujet qui va sortir bientôt. Des informations que j'ai eues prouvent que quelque part, c'est comme nous ne nous aimons pas dans le pays ici. On préfère toujours l'extérieur, ce qui vient de l'extérieur. Si c'est Herman qui fait, Herman que je connais là, qu'est-ce qu'il fait plus que faire Donc ça pose un réel problème. Or qu'il y a des jeunes qui se battent pour innover et qu'on ne soutient pas juste parce qu'ils sont des Togolais, juste parce qu'on estime que ce qui est bien ne peut pas venir du Togo là, c'est compliqué. Ça, il va falloir corriger ce mental. Merci Zahir, on se retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire le mardi, pour d'autres informations. On continue avec la page sport dans cette émission. On marque la pause.